Bienvenue à nouveau dans l'émission. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le Dr. Gad Saad, chercheur au Declaration of Independence Center for the Study of American Freedom de l'Université du Mississippi pour discuter de son prochain livre Suicidal Empathy, ainsi que de l'un de ses ouvrages précédents, The Parasitic Mind, How Infectious Ideas Are Killing Common Sense. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Thank you so much for coming on the program. Very thank you, Hervé. Merci. Quand j'ai vu le titre de votre prochain livre, Empathie suicidaire, j'ai pensé à une remarque d'Elon Musk selon laquelle l'empathie pourrait être une faiblesse majeure de l'Occident. À mon avis, ces propos ont été largement acceptés, ou peut-être mal interprétés, si ce n'est volontairement, lorsqu'ils ont été critiqués. J'ai également remarqué sur Twitter, ou X, qu'Elon Musk est clairement un admirateur de votre travail. J'ai donc pensé que ce serait un bon point de départ pour aborder la thèse de votre prochain livre. Pourquoi l'empathie peut être à la fois noble et dangereuse. D'accord. Parfait. Merci pour cette question. Donc l'empathie, lorsqu'elle est correctement modulée, est une vertu parfaitement adaptative à posséder. Nous sommes une espèce sociale. Les espèces sociales qui doivent interagir entre elles doivent avoir à la fois une empathie cognitive et émotionnelle. Pour que toi et moi ayons une conversation significative, je dois me mettre à ta place. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Et cela me permet de déduire certaines choses. Comment je dois te parler, ce que je peux supposer que tu sais ou ne sais pas. D'ailleurs, pour les enfants autistes, la manière de poser le diagnostic d'autisme, il n'existe pas de test sanguin, n'est-ce pas? Il n'y a pas de marqueur génétique. Ce que l'on fait, c'est leur faire passer un test de théorie de l'esprit, qu'ils échouent généralement. Et c'est ainsi que vous découvrez qu'ils sont autistes. Donc, l'empathie est parfaitement acceptable lorsqu'elle vise les bonnes personnes, dans la bonne situation, dans la bonne mesure. Ce qu'Aristote, bien qu'il ne l'ait pas appliqué à l'empathie, nous avait déjà expliqué dans son Éthique à Nicomaque lorsqu'il parlait du juste milieu, n'est-ce pas? La vie consiste à identifier ce point d'équilibre. Le problème avec l'empathie suicidaire, selon ma thèse, c'est qu'il s'agit d'une forme dysrégulée et inadaptée d'un processus par ailleurs adaptatif. Et laissez-moi simplement expliquer ce que j'entends par là. Par exemple, si l'on prend le TOC, trouble obsessionnel compulsif, on est constamment en train de scruter les menaces, puis de s'y attarder. Donc, si je souffre d'une peur de la contamination par les germes, je pourrais me laver les mains pendant 8 heures jusqu'à ce que ma peau se détache. Je ne me rendrai pas à mon travail, je me ferai licencier. Mais scruter l'environnement à la recherche de menaces, lorsqu'on le fait de manière appropriée, a parfaitement du sens d'un point de vue évolutif. Si toi et moi nous rencontrons à Oslo, et que je remarque que tu viens d'éternuer dans ta main avant de t'apprêter à serrer la mienne, je pourrais très calmement et discrètement, après notre poignée de main, aller aux toilettes pour me laver les mains. Mais je ne les lave qu'une fois, puis je poursuis ma journée. Ainsi, de la même manière que le TOC est un mécanisme inadapté issu d'un processus adaptatif, la même logique s'applique à l'empathie suicidaire. Eh bien, vous soulignez que dans la biologie évolutive, l'empathie est nécessaire à l'engagement et à la coopération. Mais comment voyez-vous l'idéologie modifier la fonction de l'empathie? Eh bien, cela vient de la gauche. Si par idéologie, dans ce cas, tu entends orientation politique, la gauche en général se considère comme le parti de la compassion et de l'empathie, n'est-ce pas? Barack Obama était le président empathiseur en chef. C'est lui qui a dit que nous avions un déficit d'empathie, que nous devions être plus empathiques, et ainsi de suite. Et encore une fois, c'est parfaitement acceptable tant que c'est dirigé vers les bonnes personnes.
dans les bonnes proportions, n'est-ce pas? Cela a un sens évolutif parfait que toi et moi, si nous en avions le choix, risquions nos vies pour défendre nos enfants biologiques plutôt que des enfants au hasard. Cela ne fait pas de nous des êtres maléfiques. Cela ne fait pas de nous des êtres diaboliques. Cela ne fait pas de nous des êtres insensibles. Cela fait de nous des êtres évolutifs qui ont développé des systèmes cognitifs, émotionnels et comportementaux conférant un certain avantage évolutif. Ainsi, ce que la gauche a fait, pour répondre à votre question sur l'idéologie, c'est s'approprier l'empathie. Mais au nom de l'empathie, elle est devenue orgiastiquement et suicidairement empathique, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc sacrifier les membres de leur propre groupe pour ceux de l'extérieur. Exactement. Alors voici comment je peux démontrer que je suis ultra-progressiste. Au fait, vous êtes actuellement en Norvège, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Oui, mes amis, je suis heureux de vous dire que ce professeur ici présent diagnostique par la présente l'ensemble de la Scandinavie, certainement la Norvège et la Suède, comme souffrant d'une empathie suicidaire de stade 5. Le stade 4 est le plus élevé que l'on puisse atteindre. Vous avez dépassé les mesures possibles, et nous pourrons en parler. Voyez-vous, voici ce que fait la gauche, ou les progressistes. Je suis tellement progressiste, tellement gentil, tellement empathique, tellement compatissant, que quelle meilleure façon de le démontrer que de m'engager dans la forme la plus extrême de signalisation coûteuse. Et d'ailleurs, la signalisation coûteuse a une signification très précise en biologie évolutive, sur laquelle je peux revenir si vous le souhaitez. Mais je vais tout sacrifier. Nos femmes, notre culture, notre héritage, notre religion, nos traditions, nos enfants. Je suis prêt à tout sacrifier pour démontrer la pureté de mon système empathique. Et c'est ce à quoi on aboutit. Oui, c'est intéressant de voir comment une partie de la culture a évolué. Autrefois, la protection des enfants, surtout des siens, était au centre des priorités. Mais aujourd'hui, il semble que certaines des idéologies venues de l'Occident encouragent presque les gens à détourner le regard, même si leurs propres enfants risquent d'en souffrir. Je pense notamment à l'idéologie de genre, où l'on est censé, oui, se prosterner devant ces idées, même au détriment de ses propres enfants. C'est particulier. Cela semble aller à l'encontre de la biologie évolutive. Exactement. Prenons par exemple ce qui s'est passé en Grande-Bretagne au cours des 30 dernières années. Partout dans le pays, dans chaque grande ville et petite ville, il y a eu, selon différentes estimations, entre 250 000 et 1 million de jeunes filles britanniques blanches qui ont été systématiquement violées en groupe, manipulées par des hommes majoritairement issus d'un certain héritage. On les appelle des hommes asiatiques, parce qu'on veut utiliser un euphémisme pour dissimuler leur véritable identité, n'est-ce pas? Je suis moi-même asiatique, je viens du Liban. Les Japonais sont asiatiques. Les personnes originaires d'Inde sont asiatiques. Mais ce ne sont pas eux les auteurs. Ce sont en grande partie des hommes pakistanais d'origine musulmane qui justifient ensuite leurs actes au nom de leur soi-disant culture et religion. Le gouvernement britannique a décidé que dans la hiérarchie des priorités, défendre ses enfants était nettement moins important que de protéger la noble réputation de ces hommes pakistanais. Par conséquent, on disait aux gens, « Tais-toi et ne signale pas le viol collectif de ta fille. » En réalité, il y a eu des cas où un père est entré dans l'une de ces maisons et a été arrêté pour effraction, et ainsi de suite. C'est pourquoi j'emploie une expression aussi forte, empathie suicidaire. Un autre terme que j'utilise dans le livre est ce que j'appelle le seppuku civilisationnel. Le seppuku est un rituel d'honneur japonais où l'on se suicide pour résoudre le fait d'avoir perdu la face, n'est-ce pas? On le voyait par exemple dans la culture des samouraïs,
qui repose profondément sur un calcul d'honneur et de honte. Ainsi, si je fais quelque chose de très honteux, la seule voie vers la rédemption consiste à me donner la mort de manière honorable. Dans ce cas, la façon dont l'Occident a décidé de se racheter, parce qu'il est perçu comme un empire maléfique fondé sur l'esclavage, l'islamophobie et la transphobie, est de se suicider sur l'autel d'une empathie suicidaire. On dirait que tu décris presque la culture allemande moderne. Allemande, suédoise, c'est partout. Mais est-ce que tu considères cela comme quelque chose d'unique à l'Occident? C'est un phénomène proprement occidental dans ses manifestations actuelles. Dans le livre, je parle d'autres exemples de formes culturelles et historiques de suicide, n'est-ce pas? Mais elles ne reposent pas sur les mêmes mécanismes que ceux qui conduisent à la forme actuelle d'empathie suicidaire. Par exemple, il y a l'histoire de Masada, lorsque les Juifs, retranchés au sommet de la montagne, réalisent qu'ils vont probablement tous être tués et se livrent alors à une sorte de suicide collectif. Certaines sectes ont fait de même. Lorsque diverses tribus hindoues étaient conquises par des envahisseurs islamiques, elles se livraient à un type de suicide collectif, car il valait mieux mourir honorablement que de voir les hommes tuer les femmes et les enfants réduits en esclavage sexuel, comme nous l'avons vu avec Daesh et les Yazidis. Il y a donc eu par le passé des exemples de suicides collectifs culturellement sanctionnés, mais cela ne s'est jamais manifesté de la manière dont cela apparaît aujourd'hui en Occident. C'est un phénomène tout à fait unique. Eh bien, oui, pour commencer, votre livre. Encore une fois, je dois préciser qu'il est à paraître pour ceux qui essaieraient de le chercher en ligne. Empathie suicidaire n'est pas encore sorti, mais il semble s'appuyer dans une certaine mesure sur l'un de vos ouvrages précédents, L'esprit parasité. Je me demandais si vous pouviez expliquer comment les deux s'articulent, car l'esprit parasité, j'aime bien cette analogie, décrit les idées comme fonctionnant presque comme une infection qui érode le bon sens. Oui, exactement. D'accord. La façon dont ils sont connectés, et ensuite j'approfondirai ce que j'entends par cadre parasitaire. Si je veux vraiment détourner un esprit humain, je dois détourner deux systèmes. Je dois détourner et parasiter, zombifier ton système cognitif, ta capacité à penser, mais je dois aussi détourner et parasiter ta capacité à ressentir, ton système émotionnel, n'est-ce pas? Nous sommes à la fois des êtres pensants et sensibles. Ces deux aspects ne s'opposent pas. Ce n'est pas seulement la raison qui nous guide. Nous avons évolué avec un système émotionnel qui résout des problèmes évolutifs très précis. Donc, si je veux compléter l'histoire de la façon dont on peut te transformer entièrement en zombie, dépourvu de toute capacité à poursuivre tes intérêts évolutifs, alors je dois expliquer comment tes systèmes cognitifs et émotionnels sont tous deux détruits. C'est pour cela qu'il y a ce double coup de poing avec The Parasitic Mind et Suicidal Empathy. Maintenant, permettez-moi d'approfondir un peu The Parasitic Mind. Revenons un peu en arrière. Lorsque j'ai terminé mon doctorat, mon objectif initial, que j'ai poursuivi tout au long de ma carrière scientifique, était d'appliquer la biologie évolutive et la psychologie évolutive à l'étude du comportement humain en général et du comportement du consommateur et économique en particulier. Quelles sont les forces biologiques qui font de nous les consommateurs que nous sommes dans le monde réel, sur le marché? Eh bien, pour moi, cela semblait une évidence. Bien sûr que les êtres humains sont des êtres biologiques. Bien sûr que les consommateurs sont influencés par leurs hormones, et ainsi de suite. Mais pour la plupart de mes collègues en sciences sociales, c'était de la pure folie, une véritable hérésie. Quel genre de charlatanerie est-ce là? Comment avez-vous fini dans une école de commerce?
Vous auriez dû être dans un département de biologie. Ce que nous savons à l'école de commerce, dans les sciences sociales et dans les humanités, c'est que les êtres humains ne sont pas guidés par leur biologie. Ce qui les rend humains, c'est qu'ils transcendent leur biologie. La biologie compte pour le moustique, elle compte pour le zèbre, la girafe et votre chien. Vous ne pensez tout de même pas, professeur Saad, que cela s'applique aux êtres humains? C'est ainsi que j'ai eu ma première exposition à ce que j'ai ensuite appelé la pensée parasitaire. Comment ces personnes soi-disant intelligentes, avec tant de diplômes avant et après leur nom, pouvaient-elles être de tels imbéciles, de tels négateurs de la réalité? C'est donc à cet endroit précis que je l'ai vu pour la première fois. Puis, au fil de ma carrière, au cours des 3 décennies suivantes, j'ai continué à observer des attaques de plus en plus soutenues contre la raison. J'ai donc voulu trouver un cadre pour expliquer tous ces écarts par rapport à la raison. Maintenant, en tant qu'évolutionniste, l'une des choses que l'on fait est de rechercher ce qu'on appelle des analogies et des homologies avec d'autres espèces. N'est-ce pas? Par exemple, je peux vous montrer que la spécificité sexuelle des préférences pour les jouets est ce qu'elle est, et qu'elle est universelle et fondée biologiquement. En vous montrant que les singes vervets, les macaques rhésus et les chimpanzés présentent les mêmes préférences de jouets selon le sexe. D'accord, j'avais déjà été formé à penser où puis-je observer cela dans le comportement animal. J'ai donc commencé à consulter la littérature et je suis tombé sur le domaine de la parasitologie, qui est simplement l'étude de l'interaction entre les parasites et leurs hôtes. Par exemple, un ténia peut parasiter votre tube intestinal, mais un neuroparasite, le sous-domaine de la parasitologie, appelé neuroparasitologie, désigne des parasites spécifiques qui prennent le contrôle du cerveau de l'hôte, modifiant son comportement pour servir leurs propres intérêts. L'exemple classique que beaucoup de gens m'ont entendu utiliser et qui est devenu viral dans le monde entier est celui où j'appelle quelqu'un un grillon des bois. Le grillon des bois déteste l'eau. C'est un insecte d'environ cette taille qui ne veut rien avoir à faire avec l'eau. Mais lorsqu'il est parasité par un neuroparasite appelé ver chevelu, ce dernier a besoin que le grillon des bois saute dans l'eau, qu'il se suicide, afin de pouvoir y achever son cycle reproductif. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu mon épiphanie. Ah, je vais soutenir que les êtres humains peuvent être parasités non seulement par de véritables vers cérébraux physiques, mais aussi par des vers cérébraux idéologiques. Je décris tous ces vers cérébraux dans le livre et j'espère y proposer un vaccin mental sans aucun effet secondaire. Eh bien, dans les sciences sociales, et plus particulièrement en sociologie, il existe l'argument de l'homme sociologique, selon lequel il est fortement guidé par la biologie. L'un des instincts fondamentaux de la nature humaine, par exemple, est que nous nous organisons en groupe. C'est là que les êtres humains trouvent du sens et de la sécurité. Mais malgré tout, si l'on commence à parler des êtres humains en termes d'instinct, en s'éloignant de l'idée qu'ils sont des êtres entièrement rationnels, ce qui, encore une fois, est à la base de la sociologie, on peut encore rencontrer une certaine opposition si cela semble aller à l'encontre des dogmes idéologiques de notre époque. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on rencontre souvent des personnes très intelligentes, mais qui croient à des choses très étranges. Voyez-vous cela plus fréquemment dans les universités? Je veux dire, nous sommes censés être dévoués aux méthodes scientifiques, mais il y a encore beaucoup de choses qui semblent les contredire. Voyez-vous quelque chose de particulier dans les institutions académiques? Je répondrai à cette dernière question dans un instant, mais pour compléter ce que vous avez dit à propos de la sociologie et des instincts, je dirais que la plupart des sociologues n'invoquent en réalité jamais les instincts évolués
comme mécanisme expliquant les phénomènes sociaux. Il existe toutefois un sous-domaine très ancré dans l'évolution, pas forcément au sein de la sociologie, qu'on appelle l'éthologie humaine. L'éthologie est l'étude des racines évolutives du comportement instinctif. Par exemple, Konrad Lorenz, qui a co-reçu le prix Nobel en 1973, a mis en évidence un mécanisme appelé l'empreinte. Si l'on prend des canetons sur le point d'éclore et que la première chose en mouvement qu'il voit est Konrad Lorenz, il s'imprime de lui, car il existe un mécanisme instinctif d'origine évolutive qui dit « Tout ce que tu vois bouger quand tu sors de l'œuf, donc je pourrais remplacer Konrad Lorenz par un berger allemand, et le berger allemand deviendrait maman. » En sociologie, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réflexions fondées sur l'évolution. D'accord. Mais ça dit, pour répondre à votre question, toutes les idées parasitaires que j'ai mentionnées dans le livre, chacune d'entre elles est née à l'origine sur les campus universitaires. Parce que, comme je l'explique, les gens pensent que je plaisante. C'est seulement parce que je le dis de manière humoristique. Mais il faut vraiment des professeurs pour inventer certaines des idées les plus stupides, parfaitement détachées de la réalité, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de ces professeurs ne subissent pas le fardeau de l'autocorrection imposée par la réalité, n'est-ce pas? Ainsi, par exemple, dans l'école de commerce où je travaille, ou dans une école d'ingénieurs, on reste ancré dans la réalité. Si vous construisez un modèle économique du choix des consommateurs en utilisant des mathématiques queer ou postmodernes, il ne prédira rien. Si vous construisez un pont en utilisant la physique postmoderne, le pont s'effondrera. Par conséquent, ces disciplines, parce qu'elles sont par nature appliquées, avec un mécanisme d'autocorrection appelé la réalité, seront moins contaminées par la stupidité et les idées parasites. La sociologie et des domaines comme la théorie de la danse lesbienne ou les études queer n'ont pas à affronter le poids de la réalité. Ainsi, le professeur peut se lever devant des jeunes totalement crédules et malléables, qui le regardent et disent « Oh, professeur, vous êtes tellement intelligent ». Et alors le professeur déclare « Eh bien, la science est désormais tranchée. Les hommes aussi peuvent avoir leurs règles. » Imaginez cela. Au XXIe siècle, nous avons des professeurs. Et pas seulement des professeurs. J'ai eu des échanges houleux avec des médecins spécialisés dans la reproduction féminine, en obstétrique et en gynécologie, n'est-ce pas? Ils me réprimandaient parce que je disais des choses comme « Non, non, seules les femmes ont leurs règles. » Donc si je peux amener un médecin spécialisé dans la reproduction féminine à dire que les hommes et les femmes ont leurs règles, c'est un problème. Et donc, tout commence dans l'écosystème universitaire. Mais comme je l'ai expliqué il y a de nombreuses années, lorsque j'ai commencé à crier contre toute cette folie et que personne ne voulait m'écouter, les gens me disaient, d'accord, bien sûr, il y a de la stupidité sur les campus universitaires, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est que dans un département ésotérique des sciences humaines. Je répondais, non, non, ça commence là, mais le virus finit par s'échapper du laboratoire. Et c'est ce qui se produit. On se retrouve avec des politiciens en Norvège, en Suède, au Canada, au Danemark, en Italie, en Espagne et en Grande-Bretagne qui sont parasités par ces idées. Donc cela commence dans l'écosystème universitaire, mais ensuite, cela contamine tout. Il m'étonne souvent de voir comment un sujet qui faisait autrefois l'objet d'un large consensus en vient soudainement à en former un nouveau, sans qu'aucun véritable débat n'ait eu lieu. Par exemple, il y a 10 ans, il était acceptable de dire que l'on était en faveur du mariage traditionnel. Politiquement, en Amérique, tout le monde, des Clinton à Obama, affirmait le soutenir. Mais ensuite, en seulement quelques années, non seulement tout le monde a changé d'avis, mais désormais, on ne peut même plus en défendre l'idée, à moins d'être, enfin, vous voyez.
Et encore une fois, il y a quelques années, personne n'avait même entendu parler de l'idée que des hommes puissent aussi porter des enfants. Et maintenant, bien sûr, si vous remettez cela en question, vous risquez de disparaître des cercles intellectuels pour avoir été qualifié de bigot. Donc, cela a tendance à se répandre dans toutes les sphères. Si quelqu'un remet en question le problème du changement démographique trop rapide dû à l'immigration de masse, il est immédiatement qualifié de raciste. Si quelqu'un soutient le modèle du mariage traditionnel, on l'accuse de détester les homosexuels. Et bien sûr, on dit que vous détestez les personnes trans si vous suggérez que les hommes ne peuvent pas donner naissance à des enfants. D'accord. Mais comment en est-on arrivé là? Non seulement ils y croient, mais toute dissidence est désormais perçue comme de la haine. Est-ce aussi lié à la question de l'empathie? Donc si vous vous souciez suffisamment, vous allez, je suppose, traquer toute dissidence et surveiller votre propre discours ainsi que celui des autres. Comment ça fonctionne-t-il? Oui, donc plusieurs choses. Il y a 2 points auxquels je veux répondre. La première question serait, comment des gens peuvent-ils réellement intérioriser une telle folie absolue, n'est-ce pas? J'essaye d'en proposer une explication dans l'esprit parasitaire, où je soutiens que chacune de ces idées parasites commence avec un objectif noble. Et pour faire le lien avec mon prochain livre, cet objectif noble consiste souvent à maximiser l'empathie envers un groupe perçu comme défavorisé, à tout prix. Donc, si je dois assassiner et violer la vérité au service de cet objectif d'empathie, qu'il en soit ainsi, d'accord? Par exemple, les féministes de l'équité radicale sont arrivés en disant « Eh, il ne devrait pas y avoir de raison institutionnelle dans la société pour que les hommes et les femmes ne soient pas traités de manière égale. » Eh bien, avec cette définition très restreinte du féminisme, la plupart d'entre nous lèveraient la main en disant « Oui, d'accord, je signe. » Je suis une féministe de l'équité. Je ne crois pas qu'il devrait exister de misogynie institutionnalisée. Mais ensuite, une forme plus virulente de féminisme apparaît et affirme que pour atteindre l'égalité, il faut accélérer cet objectif en soutenant qu'il n'existe aucune différence innée entre les hommes et les femmes. En fait, toutes ces différences doivent être socialement construites. Donc changeons la construction sociale et nous aurons alors la véritable égalité. Ce qui avait commencé comme un objectif noble, atteindre l'égalité entre les sexes, se transforme en un viol et un meurtre complet de la vérité au service de cet objectif. Cela renvoie ensuite à une autre distinction que je défends. Ici, je vais utiliser non pas des systèmes concurrents, mais 2 formes de systèmes éthiques. Il existe ce qu'on appelle l'éthique déontologique, et puis il y a l'éthique conséquentialiste. L'éthique déontologique repose sur des affirmations absolues. Par exemple, si je dis « il n'est jamais acceptable de mentir », ce serait une affirmation déontologique concernant l'honnêteté. Si je dis acceptable de mentir si c'est pour épargner les sentiments de quelqu'un, n'est-ce pas? Je plaisante souvent, mais je suis sérieux, en disant que si vous entendez un jour la question suivante de la part de votre conjoint, « Est-ce que ce jean me grossit ?» Alors mettez votre chapeau de conséquentialiste et mentez peut-être, parce que vous voulez avoir un mariage heureux et protéger les sentiments de votre conjoint. Vous pourriez donc dire, « Oh non, tu n'as jamais été aussi beau, belle. » Je mens peut-être un peu, mais je le fais pour une raison conséquentialiste et justifiable. Or, pour beaucoup de choses dans la vie, il est tout à fait logique que nous soyons tous des conséquentialistes. Mais, et voici le grand mais, pour certains principes fondamentaux, fondateurs, qui définissent l'Occident, qui définissent la méthode scientifique, qui définissent la société civilisée, ces principes reposent sur un socle d'éthique déontologique. C'est donc pas « je crois en la liberté d'expression, mais pas quand il s'agit de Donald Trump »
parce qu'il représente une menace existentielle vraiment méchante. Ou, je crois en la présomption d'innocence dans le système judiciaire, mais pas pour Brett Kavanaugh, qui pourrait devenir juge à la Cour suprême. Cela ne s'applique pas à lui. Dès que l'on applique une éthique conséquentialiste à un principe déontologique, on se retrouve avec des problèmes. En réunissant tout cela, on obtient la réponse à la question que vous avez posée. Mais à quel point cela est-il durable, cependant? Parce qu'on pourrait penser qu'il y aurait trop de contradictions internes au bout d'un moment. Autrement dit, si les gens disent qu'il faut défendre les droits des femmes, voyez-vous ces mêmes personnes affirmer qu'il faut laisser les hommes entrer dans les vestiaires féminins? Ils disent qu'il faut protéger les travailleurs et leurs salaires. Mais malgré tout, on ne peut pas s'opposer à la migration de masse, IRAP, qui ferait baisser les salaires des travailleurs. À quel moment ces contradictions cessent-elles de tenir? Enfin, à quel moment quelque chose se fissure-t-il? Parce qu'il semble bien y avoir certaines incohérences logiques, qu'on peut dissimuler un temps en présentant l'adversaire comme intolérant, haineux ou dépourvu d'empathie. Mais sûrement, à un certain point, ils doivent bien remarquer qu'ils se retournent les uns contre les autres. Je le suppose, du moins. Exactement, c'est une excellente question. Le fait qu'il y ait des incohérences logiques aussi manifestement flagrantes est précisément la raison pour laquelle le modèle neuroparasitaire est si pertinent, parce qu'il est en train de vous reprogrammer. Il vous lobotomise, n'est-ce pas? Si vous vous souvenez, une lobotomie est une intervention chirurgicale au cours de laquelle on pénètre réellement dans le cerveau pour brouiller le lobe temporal d'une personne. C'est donc ce qui se passe. Il ne m'est pas évident que si vous êtes totalement parasité, vraiment au-delà de toute rédemption, la moindre incohérence logique puisse vous réveiller. Mais soyons optimistes. Pour beaucoup de gens, ils finiront par se réveiller de leur cauchemar logiquement incohérent. En général, cependant, ils ne le font pas par honnêteté intellectuelle, mais parce que le vent a tourné d'une manière qui ne rend plus avantageux pour eux de rester aussi purs dans leur folie. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous êtes prêts? Malcolm Gladwell, un gigantesque idiot, d'accord, qui a passé toute sa carrière, très bien, tant mieux pour lui. Il écrit des livres qui, vous savez, ne sont que des redites de ce que des gens comme moi font au laboratoire. C'est très bien. Bravo à lui. Mais ensuite, il s'est exprimé très fermement contre l'idée qu'il existe des différences sexuelles évoluées entre les hommes et les femmes. C'est insensé. Personne ne pense ça. D'ailleurs, jusqu'à il y a environ 15 minutes, les 117 milliards de personnes, c'est une estimation réelle, les 117 milliards d'êtres humains ayant existé sur Terre en tant qu'Homo sapiens semblaient parfaitement comprendre le problème, pourtant très complexe, de ce qui constitue un homme ou une femme. Mais ensuite, il a fallu que Malcolm Gladwell vienne nous expliquer, à nous autres simples d'esprit, que non, ce n'est pas vrai. C'est en fait grotesque de ne pas permettre à des femmes qui jouaient hier dans la Ligue nationale de football et qu'on appelait Booba, mais qu'aujourd'hui on appelle Linda, d'aller aux toilettes avec votre fille de 15 ans. C'est insensé. La science est tranchée. C'est parce que les vents lui étaient favorables. Il devait être invité aux soirées des enfants vraiment cool, les soirées vraiment progressistes de New York. Et ils avaient décidé qu'il fallait dire cela. Mais ensuite, ce méchant Godzilla orange est arrivé, n'est-ce pas? Donald Trump. Il a changé les choses. Les vents tournent. Donc Malcolm Gladwell s'est exprimé récemment, il y a environ 2 mois, je ne sais pas si tu as vu ça, et il a dit « Oui, je suppose que je ne disais pas vraiment la vérité à l'époque, mais je me sentais très intimidé à l'idée de le dire. » Alors imagine à quel point il faut être lâche, à quel point il faut être hypocrite pour dire « Je suis prêt à sacrifier des milliers, voire des millions
de femmes réelles sur l'autel de l'activisme trans, parce que ne pas le faire impliquerait que certains de mes amis branchés à Manhattan pourraient ne plus m'inviter à une soirée. Donc oui, il y a une sorte d'autocorrection. Mais en général, elle ne se produit pas parce que tu t'es réveillé un matin en décidant d'être honnête, mais parce que ça devient trop coûteux de passer pour un idiot. Eh bien, la façon dont vous le décrivez, c'est qu'il y a ces experts qui surgissent soudainement et on vous dit de faire confiance à la science. Il y a pourtant une certaine contradiction, car tout l'objectif des Lumières était précisément de ne plus avoir à écouter les grands prêtres pour comprendre comment fonctionne le monde. À la place, nous suivons la méthode scientifique. Il faut expliquer sa méthode, la manière dont le savoir a été produit. Mais voyez-vous des parallèles entre les dogmes religieux et, je suppose, le dogmatisme idéologique dans The Parasitic Mind? Parce que j'ai du mal à comprendre comment lorsqu'on fait une déclaration aussi générale qu'il n'existe pas de différence biologique, et j'ai entendu des politiciens le dire aussi, on peut en arriver là, alors que toutes les cultures à peu près en ont convenu du contraire. Et pourtant, on passe là-dessus sans aucune démarche scientifique. Est-ce au fond un retour à une forme de dogme religieux? C'en est un, n'est-ce pas? Comment le situez-vous dans ce contexte? Non, je l'ai mis dedans. Je veux dire, le modèle est exactement le même, non? Quelle est la définition d'une religion? C'est qu'il existe des vérités révélées. Et ces vérités révélées ne peuvent pas être soumises aux tests épistémologiques de la méthode scientifique, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes un créationniste de la Terre jeune qui affirme que la Terre a 6000 ans et que je vous montre un tas de fossiles de dinosaures, des restes squelettiques ou des roches datées au carbone à 200 millions d'années, vous ne dites pas soudainement « Oups !» Je suppose que cela réfute mon créationnisme de la Terre jeune. Il y a toujours une façon de se réorienter pour que rien de ce que je pourrais vous montrer dans les archives scientifiques ne puisse réfuter votre position. Et donc, pour en revenir à votre point, c'est exactement ce qui se passe avec les wokistes parasites, non? Je veux dire, si je peux, pour reprendre ton argument, si je pouvais prendre le marqueur définitionnel le plus fondamental de notre humanité, à savoir que nous sommes une espèce à reproduction sexuée, composée de deux phénotypes appelés mâle et femelle. Et si je peux prendre cela et affirmer que c'est absolument faux, comme Malcolm Gladwell l'a expliqué à nous autres idiots dans le fond de la salle, eh bien, alors c'est une religion, non? En fait, je dirais même que certaines positions défendues par les religions sont moins ridicules que certaines des positions promues par toutes ces idées parasitaires. Et c'est pourquoi, à mon avis, le cadre neuroparasitaire est si puissant, parce qu'il n'existe aucune épistémologie capable d'expliquer comment quelqu'un peut soutenir de telles opinions. Il faut bien que tu aies été lobotomisé idéologiquement. It has to be that you've been ideologically lobotomized. Je voulais demander comment cela se propage, car, encore une fois, comme vous le soulignez, les gens n'ont pas été convaincus de ces nouveaux dogmes sur la base des preuves présentées. Mais nous savons aussi qu'une grande partie de la manière dont les êtres humains changent d'avis est plus instinctive, c'est-à-dire que nous nous adaptons au groupe. Si l'on regarde, par exemple, comment le débat sur l'avortement s'est déroulé par le passé, tout le monde pensait que l'avortement était immoral, et maintenant tout le monde pense que s'y opposer est immoral. Et ce n'est pas comme si nous avions eu une longue discussion, c'est plutôt que le groupe a changé, qu'il communique dans le langage de la morale, et que les gens suivent le groupe. C'est ainsi que les êtres humains, un peu comme les animaux, fonctionnent en meute. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est la rapidité avec laquelle tout cela s'est propagé et la manière dont les gens se sont vraiment investis dans ces choses.
Plus on les met au défi, plus ils s'enracinent. Comment expliquer cela, cette propagation? Car cela semble toucher au cœur même du langage que vous utilisez. Le parasite, la diffusion. Comment pouvez-vous expliquer cela? Et vraiment, is sweat peace for vitesse à laquelle se répandre, un feu de forêt. How quickly it went, just Right. like wildfire. Yeah. So let me first address your Oui. sort of the herd. Alors laissez-moi d'abord aborder la mentalité de troupeau que vous avez mentionnée. Chaque fois que je commence la plupart des cours que j'ai donnés, où je vais parler de psychologie évolutionniste, de psychologie du consommateur ou de la psychologie de la prise de décision, je débute souvent par certaines des études les plus célèbres, certaines des expériences les plus connues de l'histoire de la psychologie. Et je dirais que la découverte la plus stupéfiante, qui illustre directement votre point sur la mentalité de troupeau, est la série d'expériences de Solomon Asch. D'ailleurs, avant que je vais l'expliquer quand même, pour votre public qui ne connaîtrait peut-être pas, mais connaissez-vous Solomon Asch? Non? Non. D'accord. But are you familiar with Solomon Asch? No. No, okay. So Solomon Asch in the 50s wanted to demonstrate Ainsi, dans les années 1950, Solomon Asch voulait démontrer l'incroyable tendance qu'ont les gens à se conformer à des choses auxquelles il faudrait être aveugle pour adhérer, n'est-ce pas? Il a donc mis au point une méthodologie très astucieuse pour tester cela. Il faisait venir des personnes au laboratoire, les faisait s'asseoir ensemble et inventait une histoire de couverture. Quelque chose comme « Oh, je teste la perception visuelle », peu importe. Juste du baratin. Mais le véritable objectif était le suivant. Il leur montrait une ligne d'une certaine longueur, appelons-la X, puis il leur montrait 3 autres lignes, A, B et C, dont l'une avait la même longueur que X. Vous me suivez? Donc peut-être que la ligne B est identique à X, la ligne A est beaucoup plus courte, et la ligne C est beaucoup plus longue. Ainsi, à moins d'être légalement ou congénitalement aveugle, il n'y avait aucun moyen de se tromper. there is no way you can get the wrong answer. Okay? So now I'm going to bring in 8 D'accord, je vais maintenant faire venir 8 personnes dans le laboratoire. that I'm going to ask. Les 7 premières que je vais interroger sont des complices. Complices signifie qu'elles font semblant d'être des participants, mais qu'en réalité, elles font partie de l'expérience. Seule la 8e personne, à la fin, est le véritable participant, mais il ne sait pas que les 7 autres ne sont pas de vrais participants. Alors je demande à la première personne, numéro 1, dites-moi laquelle des lignes A, B ou C a la même longueur que X. Et elle donne la mauvaise réponse, une réponse incroyablement fausse. Elle dit A. Puis le numéro 2 dit A et le numéro 3 dit A. À ce moment-là, le poids du groupe commence à peser sur vous, n'est-ce pas? Et quand le 8e arrive, au lieu de dire « Vous êtes fou ou quoi ?» Instead of him saying, "Are you guys insane? Are you blind? What are you talking about?" Guess what? Es-tu aveugle? De quoi parles-tu? Devine quoi? À un taux bien plus élevé qu'on ne le penserait, dans une écrasante majorité des cas, il se conforme. Le poids de la pression l'a atteint. Maintenant, écoute, je pourrais expliquer cette étude à un enfant de 10 ans, et il ou elle la comprendrait parfaitement. C'est là tout le génie de Solomon Asch, ou de toute expérience vraiment puissante dans les sciences du comportement. Je n'ai pas besoin d'un protocole expérimental compliqué pour démontrer quelque chose d'aussi profondément révélateur sur la condition humaine. Alors maintenant, pour répondre à ta question. Donc, si je parviens à faire en sorte que les gens ne croient pas ce que leurs yeux leur disent, il ne reste plus qu'un petit pas à franchir pour leur faire avaler toutes les autres absurdités. Parce que le pire, comme tu le dis, c'est d'être rejeté par le groupe. Ce que j'appelle aussi l'effet Malcolm Gladwell, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'on cesse de m'inviter au club progressiste, branché et littéraire de Manhattan. Et si tu me dis que les hommes peuvent avoir leurs règles, oui, patron, les hommes peuvent avoir leurs règles. Voilà la ligne à suivre. Et maintenant, pour la deuxième partie de ta question, pourquoi cela se propage-t-il si vite? Parce qu'il n'y a aucun garde-fou épistémologique pour dire « Hey, t'es idiot ou quoi? De quoi parles-tu »
We are in a fully sanitized echo chamber. Nous vivons dans une chambre d'écho parfaitement aseptisée où tout le monde est également lâche. By the way, they're also- D'ailleurs, ces personnes sont aussi appelées professeurs car le monde universitaire est incroyablement ancré à gauche. Depending on the field, Selon le domaine, cela varie légèrement. if you're in sociology, Mais si vous êtes en sociologie, vous avez plus de chances de croiser un cheval ailé qu'un sociologue conservateur. then you are likely to run into Pourquoi en est-il ainsi? conservative sociology. Eh bien, But why should parce que I? nous avons créé ces chambres d'écho magnifiquement aseptisées. And so, take Nos the esprits ont fact that évolué pour être our entièrement body has parasités par evolved l'instinct to be grégaire. fully parasitized by N'introduisez the aucune bird. autocorrection dans cette belle chambre d'écho et elle se propagera comme les incendies de forêt de Los Angeles. And it will spread like the LA wildfires. Yeah, this is Sigmund Freud. He refers to C'était, this as, eh bien, group Sigmund psychology, Freud. and, Il appelle cela la he psychologie des made foules. it clear Et il a that clairement indiqué que cela submergerait l'individu rationnel. Ainsi, même si vous possédez toutes les compétences rationnelles, si le groupe dit quelque chose de différent, il les surpassera. Il existe donc bien ce concept autour duquel la propagande politique s'est organisée. L'idée de faire en sorte que l'instinctif prenne le dessus sur l'individu rationnel. Juste une toute dernière question, car ma première réaction serait que s'il s'agit de tout cela, vous savez, le féminisme radical, la politique identitaire, toutes ces choses woke ou la politique de genre, ma première pensée serait « Ah, eh bien, on peut simplement être gentil, aller dans le sens du mouvement, et pourquoi se compliquer la vie ?» Mais vous voyez cela dans un contexte plus large, en termes de déclin de l'Occident. Je me demande si vous pouviez expliquer cela. I was wondering if you can explain that. Well, because look, what makes us Eh bien, human parce que voyez-vous, ce qui fait de nous des êtres humains, il y a beaucoup de choses qui font de nous des êtres humains, l'une d'elles est le fait que nous avons développé la machine la plus complexe connue dans l'univers. Elle s'appelle l'esprit humain. Et donc, la force la plus dangereuse de la nature, comme je le rappelle constamment aux gens et le publie sur les réseaux sociaux, c'est un esprit parasité, n'est-ce pas? Il y avait un petit homme avec une petite moustache, il y a environ 80 ans, qui a eu l'idée qu'il savait vraiment quel était le cancer qui tuait la grande nation allemande. Il s'appelait les Juifs. Et maintenant, pour en venir à votre remarque sur la propagande, il était aussi un très bon orateur, et il savait parler avec beaucoup de passion, et en somme, hypnotiser les gens. Et donc, je vais les convaincre que, débarrassons-nous des Juifs. Et les gens disent, ouais, d'accord, inscris-moi, ça a l'air génial. Ainsi, toutes les grandes calamités de l'histoire, et la chose la plus susceptible de provoquer l'extinction de l'humanité, si je veux être hyperbolique, ne sera pas l'extinction climatique de Greta Thunberg. Ce seront des catastrophes causées par des esprits humains défaillants, n'est-ce pas? Donc oui, cela semble, pour revenir à notre point précédent, tu sais, qui se soucie de ce qu'il croit dans les sciences humaines. Ce n'est qu'un petit truc, ça n'ira jamais nulle part. Pourquoi continues-tu à crier à ce sujet? Eh bien, les personnes formées en sciences humaines et sociales deviennent nos dirigeants. Ils ont un véritable pouvoir sur ma vie et la vôtre, n'est-ce pas? Au Canada, nous sommes assis sur la plus vaste quantité de ressources naturelles, à tel point que si nous les exploitions simplement, nous n'aurions pas besoin de prélever un seul dollar d'impôt sur le revenu à aucun citoyen. Mais nos grands suzerains ont décidé que tirer le jus du diable serait le viol de la terre-mère. Parce qu'un gobelin démoniaque nommé Greta Thunberg a expliqué au reste d'entre nous que nous devons être plus gentils avec la terre-mère. Ainsi, les mauvaises idées ont de réelles conséquences. Elles entraînent des guerres avec des millions de morts. Elles peuvent aussi engendrer une pauvreté sans fin, n'est-ce pas? Regardez la guerre sans fin contre la pauvreté. Des centaines de milliards de dollars ont été dépensés, et pourtant nous ne l'avons pas éradiqué, qu'il s'agisse de diverses formes de pauvreté ou de drogue. Il est donc faux de dire que ces idées épouvantables
ne sont qu'une gentille stupidité ésotérique qui se manifeste sur les campus universitaires. Elles touchent des personnes réelles, de manière bien concrète. Notre ancien Premier ministre, Justin Trudeau, est la manifestation vivante de chacune des idées parasitaires et des réflexes d'empathie suicidaire que j'aborde dans mes 2 livres. Est-ce que cela m'a permis de mieux vivre au Canada? Non. C'est pourquoi je suis maintenant à l'Université du Mississippi. Alors, à ceux qui vous disent « Allons, tu exagères avec toutes ces histoires de wokisme », rien n'est plus éloigné de la vérité. Il n'y a rien de plus dangereux dans la nature qu'un esprit corrompu. Eh bien, Dr. Saad, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est un travail vraiment fascinant. Et oui, je recommande vivement le livre The Parasitic Mind et apparemment Elon Musk aussi. Alors, merci encore. Merci, monsieur. Thank you, sir.